Partons en direction de la région Grand Est pour découvrir le village que vous avez classé en 5e position. Juché sur un éperon rocheux, Hattonchâtel domine la plaine de la Ouèvre en Lorraine. Cette cité médiévale a connu une histoire tourmentée, mais heureusement, elle n'a cessé de renaître de ses cendres. Julie est chanteuse lyrique. Il y a 3 ans, elle a posé ses valises et ses partitions dans ce village où, enfant, elle a passé toutes ses vacances. C'est à Hattonchâtel qu'elle puise aujourd'hui son inspiration. La sensation qu'on a quand on arrive dans ce village, c'est que le temps s'arrête. Mais aussi, on peut ressentir le poids de l'histoire. Pour explorer Hattonchâtel, Julie a rendez-vous avec Stéphanie. Cette professeure des écoles adore se balader à cheval dans son village. Elle est aussi incollable sur son histoire. Une histoire qui débute vers 859. Hatton, évêque de Verdun, fait édifier ce riche territoire qui deviendra une puissante cité épiscopale. La maison de la voûte, ici, elle est importante parce que c'était l'entrée du village, il y avait une tour. Le village, petit à petit, a été de plus en plus fortifié avec fossés, pont-levis, jusqu'à devenir vraiment une citadelle. On y frappait la monnaie, on y rendait la justice. C'était un haut lieu de l'évêché de Verdun. Un lieu stratégique et donc très disputé qui, tout au long de son histoire, a subi de nombreuses destructions. En raison de sa proximité avec la ligne de front, les combats de la Première Guerre mondiale ont bien failli rayer définitivement le village de la carte. Sa miraculeuse résurrection dans les années 20, Hattonchâtel la doit à une femme. Là, on se trouve devant la mairie-école, qui, on pourrait croire, date de la Renaissance, mais pas du tout. Elle a été reconstruite après-guerre par Miss Skinner. C'était une riche américaine qui était engagée dans la Croix-Rouge et qui a vraiment vu les ravages de la guerre et qui a eu envie de faire quelque chose pour le village. Oui, c'était tellement dévasté qu'elle a voulu tout reconstruire. Voilà, elle est tombée amoureuse du village, elle a voulu aider à sa reconstruction. Dans le village, les traces laissées par Belle Skinner sont partout. Elle rebâtit également le lavoir ainsi que plusieurs maisons. Elle fait installer l'eau courante et l'électricité. Au total, elle investit près d'1 million de dollars pour faire revivre Hattonchâtel. Et comme on dit, c'est la marraine du village. Elle a tout donné pour le village et on ne serait pas là sans elle, en fait. Au cœur du village, la collégiale Saint-Maur n'a quant à elle pas eu besoin du secours de la bienfaitrice d'Hattonchâtel. Bâtie au XVe siècle, elle abrite un joyau qui échappa miraculeusement aux destructions. Donc là, on se trouve devant notre trésor d'Hattonchâtel, le retable La Passion du Christ, qui a été créé en 1523 par Ligier Richier, qui était un sculpteur meusien, né à Saint-Miel, près d'ici. Et oui, le Michel-Ange lorrain. Et c'est incroyable ce travail d'expressivité. Quand tu vois les larmes là, de Marie-Madeleine, ça parle directement au cœur à l'âme. Et les Allemands ont vraiment pris conscience de ce trésor-là, puisque lors de la Première Guerre mondiale, ils l'ont démonté, mis en sécurité à Metz, et du coup, il a pu être préservé. Les habitants du village sont allés le rechercher pour le remonter dans la chapelle, juste après-guerre. L'autre trésor d'Hattonchâtel, c'est sans conteste la Mirabelle. Emblème de la région, 80% de celles qui sont consommées dans le monde proviennent de Lorraine. Pour en savoir plus, Julie retrouve Grégory, un jeune agriculteur qui a repris le verger de son père. Mais que c'est beau, hein, quand on parle des cerisiers japonais en fleurs, je me dis toujours, mais les mirabelliers en fleurs, c'est d'une pureté, c'est d'une beauté infinie. Quand tu vois ça, t'as rien à leur envier. Non. Ah. Et alors, comment tu sculptes ces arbres? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est travaillé. Ah ben, en fait, rien n'est fait au hasard, hein. Nous, on taille tous nos arbres tous les ans. L'idée, c'est de former ce qu'on appelle un gobelet, où on va nettoyer tout l'intérieur de l'arbre pour que l'arbre prenne toute la lumière. Et l'idée également, c'est donc du coup d'avoir une production un peu moindre, mais avec un fruit qui sera de plus beau calibre et de plus gros calibre. Ça me donne faim. Ça tombe bien, Gérard, le papa, et Séverine, la sœur de Grégory, ont préparé une petite dégustation de produits à base de Mirabelle. On peut faire tellement de choses avec la Mirabelle. C'est merveilleux. La tarte à la Mirabelle, moi j'avoue que c'est sacré, hein, c'est un délice. Bah, elle était bonne.
Après cette petite pause gourmande, il est temps pour Julie de rejoindre le village et plus précisément son château. Lui aussi fut totalement réinventé par Belle Skinner et son architecte qui se sont amusés à mélanger les différents styles architecturaux. Fabien est directeur de cette bâtisse aujourd'hui privée et reconvertie en hôtel de charme. Alors tu vois Julie, sur le château aujourd'hui, il reste quand même une belle partie qui date du XVIIe. C'est la partie jaune qui est en dessous du balcon où il y a toutes les fenêtres à meneaux, là, les petites fenêtres à étage. Ça c'est le style Renaissance. Autrement, tout le reste a été reconstruit grâce à Miss Belle Skinner. On a le style gothique au niveau du balcon, gothique flamboyant. Et tu trouveras le style normand tout au-dessus avec les damiers rouges et blancs et la grande tour. Ça vient d'Henri Jacquelin, l'architecte normand qui l'a reconstruit. Ces mélanges de tous ces styles-là font ce qu'on appelle un style troubadour. En tout cas, c'est très harmonieux. Ce style troubadour, on le retrouve aussi à l'intérieur du château dans la fabuleuse salle de réception dite des Burgraves. J'adore cette salle. Elle est magnifique. Si l'inspiration est médiévale, les matériaux et les techniques utilisées sont bien celles du XXe siècle. Est-ce que tu savais que toute cette pierre, une grande partie du château, c'est des fausses pierres en fait. Là, il y a un parement et tout autour, sur toutes les voûtes, on est qu'en briques. C'est des briques rouges à l'intérieur. L'illusion est parfaite. On a vraiment l'impression d'être dans du gothique avec de la pierre, vraiment de la vraie pierre de taille. Tu vois, ça, je savais pas du tout. Je me suis fait avoir. Ouais, mais comme tout le monde. Vous aussi, venez vous émerveiller dans le singulier château d'Aton-Châtel. Poussez la porte de l'église pour admirer le plus célèbre retable de Lorraine. Et enfin, rendez visite à Grégory pour déguster ces délicieuses mirabelles. Merci à ces deux très beaux villages pour leur accueil. Je vous invite bien sûr à aller les visiter à votre tour et vous ne serez pas déçus. Il reste 4 villages toujours en lice pour le titre de village préféré des Français 2023. Je suis sûr qu'il y a des cœurs qui commencent à battre la chamade. Alors, sans plus tarder, je vous propose de poursuivre la découverte de votre classement avec les villages qui décrochent la 4e et la 3e place. C'est en Bourgogne-Franche-Comté que nous allons maintenant découvrir une charmante cité de caractère que vous avez classée en 4e position. Située à 35 km d'Auxerre, Druy-les-Belles-Fontaines nous plonge directement au Moyen-Âge. Son impressionnant château fort veille sur le village depuis le XIIe siècle. Un lieu enchanteur où le cours d'eau, la Druy, prend sa source. Pacôme a grandi à Druy-les-Belles-Fontaines. Après des études à Paris et à Lyon, elle a décidé de reprendre avec son compagnon la guinguette du village. C'était une évidence de revenir ici parce que, au fond de moi, je sais que j'ai besoin quand même de ce qui nous entoure ici, de la nature, de mes parents et puis du silence, du calme. La balade débute dans la ville basse, que les habitants appellent le bourg. Pacôme retrouve Danielle, une drogienne passionnée d'histoire. À Druy, l'eau est partout. Elle a toujours été une bénédiction pour les habitants. Autrefois, le bourg ne comptait pas moins de 5 moulins. Aujourd'hui encore, le Grand Lavoir, construit au XIXe siècle, symbolise l'importance de l'eau pour le village. L'originalité de ce lavoir, Oui. tu vois, c'est sa charpente. Regarde, ça te fait pas penser à quelque chose? Si, ouais, une coque de bateau, ouais. Inversé, tout à fait. Ouais. Et c'est une charpente à la Philibert Delorme, qui était un architecte D'accord. de la Renaissance, qui avait inventé ce qu'on appelle les toits de carène, faits en petits bois, D'accord. lamellés-collés, et qui sont toutes chevillées entre elles. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de poussée au mur. D'accord, c'est magnifique. On voit vraiment que le village de Druy a voulu faire un bel édifice pour mettre en valeur cette eau. Oui, c'est Druy-les-Belles-Fontaines. Hein. Oui. Si le site de Druy-les-Belles-Fontaines est occupé depuis la nuit des temps, la fondation du village daterait, elle, du VIe siècle. On est ici devant la grotte de Saint-Romain. Voilà, tu connais? Oui, j'ai entendu parler, mais c'est vrai que je connais pas l'histoire par cœur. En fait, c'était un moine qui venait d'Italie. Il a cherché à se loger, il a trouvé cette grotte. Puis il a rencontré des gens qui vivaient là, mais un peu éparpillés. Hein. C'était pas vraiment un village. Et donc lui, il est allé les évangéliser. Il leur a appris à cultiver la terre parce qu'il n'y avait pas tout ça. Donc il a créé vraiment un village. C'est notre D'accord. fondateur. À Druy, Saint-Romain édifie un monastère, 2 chapelles et une église qui sera détruite par un incendie au XIe siècle. Celle que l'on peut admirer aujourd'hui date du XIIe siècle.
Et notre belle église. Ah, elle est belle, hein. Ouais, Magnifique. Elle est bâtie dans un style roman typiquement bourguignon, à l'image de sa façade en plein cintre. On a plein de choses sculptées. Alors on voit que le tympan est nu. Par contre, les voussures, il y en a 4, elles sont richement décorées. On a des étoiles, on a des pointes de diamants, des entrelacs. Et sur chaque rentrant, 2 colonnettes sur lesquelles on va retrouver des visages. Tu vois, un masque de croisée là. C'est Là. assez fin. Oui, vraiment, c'est raffiné. Hein. C'est Oui. une des rares églises qui a un style comme ça. Pour Pacôme, il est temps de grimper dans la ville haute, la partie fortifiée de Druy. C'est au pied de cette poterne, restée intacte depuis le XIIIe siècle, qu'elle a rendez-vous avec Julien, un passionné de château fort originaire du village. Donc là, dans cette ville, on a 2 axes principaux. La rue des Granges, là où j'ai habité quand j'étais petit, et puis la rue principale, la rue du Château Fort. Là, on est vraiment sur une morphologie d'une cité médiévale. Ici, tu as beaucoup de maisons, de la petite aristocratie qui cohabite autour du seigneur, de bourgeois, de commerçants, des gens qui sont généralement fortunés. Et quand on a beaucoup d'argent au Moyen-Âge, c'est la maison qui est le signe extérieur principal de richesse. Au bout de cette allée se découvre l'imposante forteresse de Druy-les-Belles-Fontaines. Construite vers 1170, c'est l'un des plus vieux châteaux forts de France. Véritable démonstration de la puissance des comtes de Nevers, il représente une prouesse architecturale qui fera date dans l'histoire de la construction militaire. On est sur un type de château qui est assez révolutionnaire pour l'époque, qui est un château carré avec des tours de flanquement, c'est-à-dire qu'on rajoute des tours d'angle à chaque bout du château. Tous ces châteaux-là, ces plans carrés-là, c'est ce qu'on appelle des châteaux philippiens, qui sont développés sous le règne de Philippe Auguste. C'est une architecture qui est intéressante parce qu'elle permet, à la fin du XIIe siècle, on utilise beaucoup l'arc pour se défendre. Et donc elle permet en fait un tir croisé entre les différentes tours. Et ça permet ainsi de vraiment défendre la totalité du château. Il n'y a pas d'angle mort en fait. Malgré cette ingénieuse architecture défensive, le château de Druy n'a jamais subi d'assaut majeur. Il est surtout resté un lieu de prestige et d'apparat. Celles qui sans doute profitent de la plus belle vue sur le château, ce sont les chèvres de Virginie. Depuis plus de 20 ans, elle en élève une centaine dans ce cadre idyllique. Toi, t'es la princesse du château, hein? Oui. Bah oui. Oh là là. Ils sont déjà à fond dans la ferme. Ouais, ils adorent les animaux, ils sont tout le temps dehors. Allez, ramenez-les les loulous, on va les emmener à la traite. Eh, vous en oubliez 2 là. Tous les soirs, Virginie ouvre ses portes aux visiteurs, l'occasion de s'initier à la traite des chèvres. Et du coup, comment tu sais qu'il n'y a plus de lait Eh ben, regarde les mamelles. Ok. Et puis ici, ça coule plus. Ok. Du coup, hop, on enlève. Et on remet à l'autre. Hop là. Et c'est bien sûr à la guinguette que se termine notre promenade à Druy-les-Belles-Fontaines. Alors le buffet est ouvert. Venez. Un lieu incontournable qui rassemble petits et grands autour de bons produits de la région dans un esprit de partage et d'amitié. Si vous passez par Druy-les-Belles-Fontaines, ne manquez pas la visite d'un des plus anciens châteaux forts de France. Venez visiter la chèvrerie de Virginie et passez saluer Pacôme à la guinguette du village. Sur la 3e marche du podium cette année, voici le village représentant les Pays de la Loire. Situé au nord de la Mayenne, la Selle et Château vous surprendra par la richesse et la splendeur de son patrimoine. De son imposante forteresse à ses ruines romantiques jusqu'à ses somptueux et paisibles jardins, il se dégage de cette petite cité de caractère une atmosphère hors du temps qui charme aussi bien ses visiteurs que ses habitants. Tombé amoureux du village, Guillaume et sa famille y ont emménagé l'an dernier, passant ainsi du tumulte de la ville au calme de la campagne. On avait un désir de retour à l'essentiel, de revenir à la terre, de faire notre propre potager, de profiter de balades. Et je pense qu'en emménageant à Lacé, c'est vraiment ce qu'on a trouvé.
Travaillant dans le digital, Guillaume raconte ainsi sa nouvelle aventure sur les réseaux sociaux, vantant les atouts de son village, parmi lesquels ce pub insolite où l'attend Angélique, guide à lacet. Salut Angélique. Salut Guillaume, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. À ne pas manquer, ce bar est le repère d'un drôle de duo. Mathias et son lapin Betty Boop qui adore aller de table en table. Bon alors, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Ah bah écoute, le pub à Victor, c'est quand même le lieu incontournable de l'AC Château. Institution, ouais. Une institution. Et puis, c'est aussi un bâtiment qui a une grande histoire et c'est la seule maison de l'AC qui a cette avancée comme ça en hauteur. C'est un des plus vieux bâtiments de l'AC Les Châteaux en réalité. Et alors pourquoi le pub à Victor et pas le pub à Mathias? Donc en fait, il faut savoir que Victor Hugo a séjourné à l'AC. Le 20 juin 1836, en fait, Victor Hugo était en voyage. Il partait avec sa maîtresse Juliette Drouet vers Fougères. Et donc Victor Hugo a dormi dans ce qui était à l'époque l'auberge du Cheval Blanc. Voilà. Et il a d'ailleurs réalisé de très jolis croquis des châteaux de l'AC. Déjà séduit par les splendides maisons de granit fauve et les apaisants lavoirs du village, l'écrivain fut impressionné par ces châteaux, dont ceux du Bois Frou, aujourd'hui en ruine, et du Bois Thibault, situé à 2 pas. Datant du XIIe siècle, ce château majestueux était l'un des plus importants de Mayenne et raconte le lien unissant l'Assay au personnage légendaire de Lancelot du Lac. Tu as peut-être entendu parler des chevaliers de la table ronde, la légende arthurienne. Il faut savoir qu'il y a une thèse selon laquelle le personnage de Lancelot du Lac serait inspiré d'un personnage réel qui a existé, l'ermite Frimbault, qui a évangélisé le Maine au VIe siècle et qui a édifié un monastère à l'Assay. Et donc l'histoire de Lancelot est racontée sur cette bande dessinée, sur la table ronde. Mais des 3 châteaux du village, c'est bien l'impressionnante forteresse médiévale dont l'une des tours est actuellement en travaux qui attire le plus de visiteurs. Ici d'ailleurs, les chevaliers ne sont pas qu'une légende. Salut Alexandre. Salut Guillaume, ça va? Tu vas bien? Ouais, impeccable. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est une reconstitution? Oui, on est en train de s'entraîner pour la reconstitution de l'été. Tu m'en montreras un petit peu plus? Avec plaisir. Allez, je te suis. Gardien ici depuis 6 ans, Alexandre connaît les moindres recoins de ce château. Des 8 tours de l'édifice jusqu'à cette superbe cuisine d'époque où le potager en granit du XVIe siècle et les cuivres du XVIIe sont remarquables. Quant à l'histoire de ce site hors du commun, elle n'a bien sûr plus de secret pour lui. C'est un château qui a été construit en 1458, donc au XVe siècle, fin du Moyen-Âge. Ici, on était du côté français, donc dans la province du Maine. On avait besoin absolument de se défendre, donc des Bretons. Et c'est pour ça que le château de l'Assay a été construit. Resté intact, ce colosse de pierre est l'un des rares témoins de l'architecture militaire du XVe siècle. Avec ses tours toujours coiffées de leur toit, son pont-levis encore en fonction et son exceptionnelle barbacane. Alors la barbacane, c'était l'avancée qui permettait de protéger vraiment l'entrée du château. D'accord. Donc tu avais une forme très arrondie, une forme de proue de bateau, qui permettait de dévier les boulets de canon. Et en plus, la barbacane, elle est super bien défendue à l'époque. Elle compte 19 canons sur 3 niveaux différents. C'est quasiment unique en France, parce que dans la plupart des châteaux, en fait, ça a été rasé. Pour les Lacéens en général, le château, c'est vraiment un emblème de l'Assay, parce que tu as des gamins dans les années 80 qui s'amusaient à se faufiler dans le château, et tu as même des inscriptions pour marquer vraiment leur passage. Et c'est plus possible aujourd'hui Ah bah parce que les maintenant, enfants, non, il y a des gardiens, donc c'est plus possible. Riche en patrimoine bâti, l'Assay les Châteaux est aussi un village très vert, récompensé depuis 4 ans par le label Ville Fleurie. La roseraie qu'entretient Bernard en contrebas du château en est le plus bel exemple. Salut Bernard. Tu vas bien? Salut, ça va, oui? Bon alors, les roses, ça se passe bien? Oui, bah voilà, on fait un peu d'entretien, on nettoie là, quelques mauvaises herbes au milieu de ces rosiers. Cette roseraie, elle a été créée en 1990 sur un jardin à la française qui représente 300-350 variétés de roses. Et puis une deuxième partie avec un retour vers la nature et un jardin à l'anglaise. C'était une volonté des élus de l'époque d'accompagner la restauration du centre ancien et le patrimoine minéral avec le patrimoine végétal. Sur 1 hectare, ce parc verdoyant offre une formidable parenthèse végétale aux familles lacéennes comme aux visiteurs. Et le parc et la roseraie sont ouverts vraiment toute l'année?
Il y a Alors pas de période, c'est un parc complètement ouvert au public toute l'année, gratuit forcément. On a vraiment beaucoup de visiteurs parce que on est vraiment au pied de la ville là. Et par ici, on a une zone d'éco-pâturage où les gens viennent voir les animaux. Il y a des décors pour toutes les saisons. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Voilà. Et si par hasard la visite des châteaux et des jardins aiguise votre appétit, sachez qu'une spécialité culinaire cette fois ravit ici tous les gourmands, la fameuse tourquette. Voilà, elle est généreuse celle-ci. Pâtisserie ancestrale que continue de concocter Michael, cette pâte à choux est en quelque sorte le donuts lacéen. Ça fait plus de 200 ans à peu près qu'on mange de la tourquette à lacet. On sortait à l'époque le bus de Saint-Frimbault. Donc la tourquette était mangée au moment de la possession. Et pourquoi il y a un trou au centre exactement? Parce qu'au moment du pèlerinage, ils avaient des bâtons et ils pouvaient mettre la tourquette à l'intérieur du boisson et pouvoir manger la tourquette. D'accord. C'est simplement pour pouvoir la transporter? C'est juste pour la transporter. D'accord. Rassurez-vous, même sans procession ni bâton, vous pourrez vous aussi déguster ces tourquettes lacéennes qui se marient très bien au cidre et au jus de pomme. Je pense que vous vous souviendrez longtemps de votre passage à Lacé, n'est-ce pas? Ah bah ça, il n'y a pas de souci. Vive les châteaux! De passage à Lacey-les-Châteaux, visitez son impressionnante forteresse. Faites une pause dans la verdoyante roseraie et dégustez quelques tourquettes chez Michael. Encore 2 magnifiques villages comme on les aime, que vous serez nombreux, j'en suis sûr, à visiter cet été. On l'a dit, on l'a vu, l'Alsace est une terre de tradition, mais elle est aussi un formidable terroir qui produit l'un des meilleurs vins au monde. Et j'accueille maintenant Georges Lorenz. Merci Georges, venez, approchez-vous. Vous savez que j'aime les familles comme ça qui perpétuent des traditions depuis des générations. Et vous, je crois que votre famille fait du vin depuis 1836. Vous êtes la 7e génération, n'est-ce pas? Exactement. Notre famille est arrivée à Bergheim en 1680. Au départ, ils étaient courtiers en vin. On appelait ça les gourmets. Et plus tard, donc, Gustave Lorenz a développé la partie viticole. Alors, qu'est-ce qui fait la réputation mondiale des vins alsaciens? C'est sa qualité, Oui, ses terroirs, ses cépages, nos spécificités en Alsace. C'est d'abord notre microclimat très particulier, semi-continental. C'est aussi nos terroirs très variés d'une colline à l'autre. Chaque colline a une géologie différente, un microclimat différent. Donc ça va avoir un impact sur nos vins, bien sûr. On célèbre cette année, je crois, le 70e anniversaire de la route des vins d'Alsace. Il y a donc un tourisme œnologique en quelque sorte. Absolument. C'est un vignoble qui accueille 7 millions de nos touristes par an. Nous sommes vraiment très bien placés. 4 heures de Paris, 4 heures de Munich, 4 heures de Milan. Donc nous avons un tourisme international. J'oublie Bruxelles. Et on a surtout des villages magnifiques. Mais merci beaucoup, Georges. Je vous en prie. C'est un plaisir. Et évidemment, je le rappelle, c'est à consommer avec modération. Je vous le disais en début d'émission, c'est la 12e édition du village préféré des Français que nous vivons en ce moment même. Je suis très fier, bien sûr, de cette aventure qui, j'espère, durera encore longtemps, car au-delà de la mise en lumière du patrimoine de nos régions, l'émission apporte aussi des effets positifs pour tous les villages, qu'ils aient gagnés ou pas d'ailleurs, et j'en suis toujours très heureux. Depuis plus de 10 ans, le village préféré des Français a mis un coup de projecteur sur plus de 180 villages. Et ce n'est pas près de s'arrêter, car je ne me lasse pas de venir vous rendre visite dans toute la France. Vous êtes là depuis le XIIIe siècle, non hein? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Sinon, vous voyez comme je serais Mais jouée. vous êtes magnifique. L'occasion de rencontres inoubliables. Vos petits-enfants pourront venir en disant... Ouais, ce sera moi qui l'aurais fait. Ouais. Et d'expériences savoureuses. C'est parti, salut. Et je ne suis pas le seul à voir du pays, puisqu'après chaque diffusion de l'émission, vous êtes toujours plus nombreux à vous rendre dans les villages sélectionnés. Les 4 semaines qui ont suivi l'émission, on a beaucoup plus d'affluence, on a plus de coups de téléphone. En moyenne, la fréquentation touristique est en augmentation de 30% dans les communes ayant décroché le titre de village préféré des Français. Les heureux gagnants, que cela soit Saint-Cyr-la-Popie en 2012, Rochefort-en-Terre en 2016, Saint-Val-la-Hougue en 2019 ou encore plus récemment Sancerre en 2021, se sont vus remettre la fameuse plaque gravée à l'effigie de l'émission que les téléspectateurs ont hâte
de venir admirer en vrai. Nous sommes venus ici pour voir le village préféré des Français. Une belle aventure qui récompense l'engagement de tous les habitants qui se mobilisent pour faire vivre notre patrimoine et entretenir nos traditions. Nous sommes toujours à Berkheim, le village que vous avez élu village préféré des Français l'année dernière. Dans quelques instants, vous allez découvrir les finalistes, puisqu'ils ne sont plus que 2 à être en lice pour le titre de village préféré des Français 2023. Mais tout de suite, j'ai la chance de me trouver en compagnie d'Elisabeth Schneider, qui est la maire de ce magnifique village de Berkheim. Madame le maire, nous étions rencontrés déjà l'année dernière à Sancerre, lorsque j'avais eu la chance de vous annoncer la victoire de Berkheim. Est-ce que vous avez des souvenirs du soir de la diffusion de l'émission? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était extraordinaire. Quand la victoire a été déclarée, toute la salle s'est levée. C'était magnifique. C'est un souvenir impérissable. Alors, où est-ce que vous avez décidé de fixer la fameuse plaque « Village préféré des Français » ? Parce que je sais que les visiteurs qui viennent ensuite veulent absolument voir la plaque qui authentifie votre élection. La voir et la toucher. Parce que il faut la nettoyer régulièrement. Je l'ai nettoyée hier, je l'ai briquée parce qu'elle était pleine de traces de doigts. Elle est sur la façade de l'Office de tourisme. Très bien. Voilà. Alors, vous le savez, Madame la maire, il y a une tradition dans le village préféré des Français. La Poste édite une très belle série de timbres de collection estampillés village préféré des Français. Eh bien, après Sancerre l'année dernière, c'est donc à votre tour de recevoir le timbre de Berkheim. Je suis très heureux de vous remettre cet escarboucle à l'effigie de votre village. Merci. Un timbre qui va être émis à 900 000 exemplaires. Il sera vendu, je le dis, à partir du 3 juillet dans tous les bureaux de poste. Et j'en profite pour saluer Stéphane, qui est le postier du village. Alors, vendez au bureau de poste le timbre de Berkheim. Hein. On fera notre maximum. Vous ferez votre maximum, j'en suis persuadé. C'est un très beau timbre. Je crois que ça va permettre à votre village de voyager encore davantage dans le monde entier, sur les cartes postales qui immortalisent ce très beau village et cette place magnifique. Merci à vous. Allez, ils ne sont plus que 2 à prétendre au titre de village préféré des Français 2023. Je vous propose sans plus tarder de partir à leur découverte, sans connaître leur classement bien sûr. Mais on se retrouve juste après, en présence des maires de ces 2 villages, pour le dénouement de cette soirée. Direction les Hauts-de-France, où se trouve le charmant village d'Esquelbecq. Traversé par l'Isère, Esquelbecq est à lui seul un concentré de style flamand, à l'instar de son église du Xe siècle ou encore de son impressionnant château, l'un des monuments emblématiques de l'architecture flamande en France et qui fait la fierté de ses habitants. Et c'est sur les bords de l'Isère que j'ai rendez-vous avec mon guide du jour, Aurélie. Elle est arrivée dans le village à l'âge de 13 ans, elle y vit désormais avec son mari et ses 2 enfants. Elle est très attachée à Esquelbecq et elle s'investit énormément dans la sauvegarde du patrimoine local. Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphane. Merci de m'accueillir ici à Esquelbecq. Merci d'être venu. Alors nous sommes ici sur l'Isère. Oui, tout à fait, parce qu'Esquelbecq signifie en flamand Ekelsbeek. Et Ekelsbeek en flamand veut dire la rivière au gland. Et c'est pour ça que dans le village, il y a beaucoup de chênes en fait. Alors où m'emmenez-vous ? Sur la Grande Place ? Sur la Grande Place ? Oui. C'est vraiment l'endroit où il faut être. C'est le cœur névralgique. Eh bien, je vous suis Aurélie. C'est ici que tout se passe, sur la Grande Place, qui est typique flamande, avec les pavés. On retrouve les 2 monuments les plus importants du village, derrière vous le château, et devant l'église Saint-Folquin. Et on a les 3 rues qui sont censées faciliter la défense de la Grande Place, en fait. Ah oui. Et puis il y a de beaux bâtiments. Hein. Tout à fait, donc des belles maisons à caractère flamande. Et on peut s'amuser à regarder les différentes façades pour retrouver les caractéristiques typiques de la Flandre, notamment l'auberge du château, où on retrouve le pignon à pas de moineau, qui en plus d'être joli, permet aussi de protéger la façade contre la pluie et le vent. Et sur le pignon, on retrouve le cadran solaire, mais également de drôles de symboles. Oui, c'est des signes runiques. C'est les maçons qui s'amusaient à décorer les maisons avec différents symboles. Donc on retrouve le cœur, l'étoile, etc. Avec une alternance de briques rouges et de briques jaunes, typique aussi de la Flandre. Très bien.
Ah ben voilà une très belle maison encore. Tout à fait. Là, nous sommes dans la rue de Bergue, rue toujours pavée. Et cette maison, en fait, appartenait à Pierre Verbord, ancien bailli de Laudringhem, qui était aussi premier maire d'Esquelbec. Et donc, elle a un balcon en fer forgé, des cornes d'abondance avec des fleurs, des fruits. Et les 2 chiens ainsi, qu'on retrouve sur le toit pentu, absolument. aussi, typique des Flandres. On va où là maintenant? À l'église, si vous voulez bien. Elle a quand même une façade tout à fait originale, cette église de Saint-Folquin. Oui, c'est une hallekerk. Donc, contrairement aux églises classiques, qui a la nef centrale plus haute que les bas-côtés, là, les 3 nefs sont vraiment d'égale dimension et de même hauteur. L'église date du Xe siècle. Et Saint-Folquin, donc c'est le saint patron qu'on voit tout en haut, qui est prié par les femmes en mal d'enfants. Et Saint-Folquin est aussi le cousin germain de Charlemagne. De Charlemagne, absolument. Elle est impressionnante, cette église. Tout à fait. Si l'église est dans un si bel état aussi, c'est parce qu'elle a été complètement reconstruite. Alors malheureusement, le 11 avril 1976, un violent incendie a ravagé l'entièreté de la bâtisse. Donc ça, c'est vraiment toutes les statues en bois de l'ancienne église qui ont été calcinées et qu'on expose. Et qu'on a remis du coup en valeur. Avant, les murs étaient recouverts de chaux. Oui. Et ont bien retrouvé l'aspect d'origine en briques. Et les vitraux ont été refaits aussi? Tout à fait. Tout a été refait. Tout a explosé avec la chaleur. Et on a un beau vitrail au centre où on retrouve Saint-Folquin, notre patron de l'église, et les femmes qui le prient, qui l'invoquent pour avoir des enfants. Des enfants. Mmh. On se retrouve plus tard. Moi, je vais continuer ma balade. J'ai rendez-vous maintenant dans une brasserie, une véritable institution dans le village. Alors j'ai hâte d'aller voir comment on fabrique la bière d'Esquelbec. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Daniel. Bonjour, Stéphane. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans? Vous avez décidé d'ouvrir une brasserie à Esquelbec. En fait, j'étais cadre en ressources humaines et j'ai décidé de changer de vie. Et donc de créer une petite brasserie et de venir m'installer ici avec ma petite famille dans le village d'Esquelbec. Mais on ne faisait plus de bière à Esquelbec? Non, on n'en faisait plus depuis presque 50 ans. Il y avait plusieurs brasseries, il y en a eu jusqu'à 5 dans le village, des dizaines d'estaminets. Mais tout ça, c'est une autre époque, c'était fini. On me prenait un peu pour un fou, un doudingue, c'était une idée un peu bizarre. Hein. La bière artisanale ne parlait à personne. J'ai eu un peu l'intuition que les bières de qualité locales allaient reprendre vigueur. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs milliers de brasseurs artisans en France. On va voir la brasserie ? Je présente Clara, notre fille et son mari Yann, qui vont prendre le relais d'ici une petite année. Ils sont bien formés ? Écoute, j'espère. Le but, c'est de rester artisanal. Oui, on se définit comme une brasserie familiale. On mise plus sur la qualité, l'originalité, et ça nécessite de garder une petite taille. Bon, alors explique-moi comment on fabrique de la bière. La fabrication elle-même dure une journée. On commence par mélanger de l'orge concassée, donc le malt, à de l'eau. On a une espèce de soupe qui s'appelle la mèche. Ensuite, on filtre. Donc on va sortir la drèche, les résidus, les pailles de la cuve. C'est le dédréchage. Et si tu veux, je t'invite à venir nous donner un coup de main. D'accord. Ça peut être un peu salissant, donc je te propose un tablier. Merci beaucoup. Ah ouais. Donc là, il y a pas mal de masse. Hein. C'est une bière blonde à 5,5 qu'on a brassée aujourd'hui. Donc il y a environ 400 kilos de malt d'orge. Ça sent très bon, ça sent le céréal chaud, un peu le pain frais. Et le liquide est parti où ? Le liquide, on l'a récupéré. Il est revenu dans la cuve qui est à côté, ce qui deviendra de la bière. Mais il y en a énormément, dites donc. Oui, il y en a beaucoup. Cette drèche sera valorisée, en fait, elle sera donnée à un agriculteur qui va nourrir ses vaches avec. Ah, très bien. C'est une autre pépite d'Esquelbec que je pars visiter à présent, son château.
Situé en plein cœur du village, cet impressionnant quadrilatère flanqué de 8 tours est agrémenté d'un magnifique jardin que Johan, son actuel propriétaire, aime faire découvrir à ses visiteurs. Quel endroit magnifique! Ah, c'est un endroit merveilleux. Alors en fait, de l'extérieur, j'ai été attiré par la beauté du jardin. C'est un jardin qui date du XVIIe siècle, c'est un jardin historique, c'est un jardin fruitier à la base. Donc on est sur des pommiers, des poiriers. Des pommiers, des poiriers qui entourent toutes ces chambres. Il a été conçu entre 1590 et 1610. Il est resté absolument dans son jus en quelque intact. sorte. Il y a eu quelques petits changements au fil des siècles, c'est-à-dire qu'ici, on est au centre de la Croix de Bourgogne, qui a été créé au XVIIIe, à l'époque où les jardins à la française deviennent à la mode. Et quelle est l'histoire de ce château d'Esquelbecq? Il a une grande histoire, puisque les premières traces datent du 9e. Alors ce n'est pas le château qu'on voit ici, et celui-ci, c'est 1470. Ah oui. On est en pleine Flandre, donc dans une région qui à l'époque était très riche. Et ici, c'était la maison secondaire de personnes qui habitaient Bruges. Et il a passé plusieurs guerres. Et même s'il y a eu des gros dégâts, il a toujours su se reconstruire. Et toute cette partie-là, la partie gauche de cette aile, a été complètement refaite en 2005. Et c'est vrai que la partie qui s'est effondrée, c'était la partie où il y avait votre chambre et que la veille, vous dormiez encore dans votre chambre. Tout à fait. Le donjon est tombé sur ma chambre et la chambre de mes parents. Vous avez échappé au pire, vous. Et dites-moi, il est dans votre famille depuis très longtemps? Non, pas très longtemps, depuis 1946. Oui. Ce sont mes grands-parents, du côté de ma mère, qui ont racheté, à la sortie de la guerre, le château d'Esquelbecq. Bon, en tout cas, c'est une maison magnifique. Merci, Johan, et bravo pour la ferveur avec laquelle vous faites vivre ce beau patrimoine. Avant de terminer ma visite d'Esquelbecq, je retrouve Aurélie sur la Grand Place. De nombreux habitants accompagnés de l'harmonie municipale s'y sont réunis pour célébrer leur village en musique et dans la bonne humeur. Ben voilà, c'est sympathique. Merci Aurélie de m'avoir fait découvrir ce beau village d'Esquelbecq et cette chaleur humaine, vraiment. Merci Esquelbecq, au revoir. Lors de votre venue à Esquelbecq, ne manquez pas de visiter son atypique église Saint-Folquin, traverser la Grand Place pour découvrir l'impressionnant château et ses sublimes jardins. Et enfin, rendez visite à Daniel et à sa famille pour tout apprendre de l'art du brassage traditionnel de la bière. Partons en Auvergne-Rhône-Alpes, à présent plus exactement à Lavouchiac. Lové au cœur des gorges de l'Allier, dans un sublime écrin de verdure, ce village est un petit bijou de caractère de la Haute-Loire. Sarah est directrice et maîtresse d'une des écoles de ce petit village de 272 habitants. Et c'est avec bonheur qu'elle y retrouve ses élèves chaque jour depuis 3 ans. Lavouchiac, c'est mon village de cœur et c'est un véritable plaisir de venir tous les matins, de traverser le pont et c'est comme si j'étais en vacances en fait. D'ailleurs, aujourd'hui, pour la maîtresse, c'est l'école buissonnière, car c'est au grand air qu'on découvre la richesse du patrimoine de Lavouchiac. Il faut fouler ces rues pavées, s'arrêter devant ces superbes maisons vigneronnes et oser se perdre dans les étroites traboules qui mènent à la rivière. C'est justement sur le pont médiéval du village, datant du XVe siècle, que Marilyn, guide du pays d'art et d'histoire du Haut-Allier, attend Sarah. Bonjour Marilyn. Eh ben bonjour Sarah. Comment vas-tu? Très très bien. Regarde, je t'ai ramené le soleil. Je vois ça, c'est parfait. On va être super bien pour découvrir la voûte. Oui. Tu sais pourquoi on l'appelle la voûte? Non. En fait, si tu observes bien, on a une sorte vraiment de boucle qui s'est créée. Oui. Et en fait, le terme occitan de boucle, c'est volte. Donc la volta. Et donc on va conserver le nom de la voûte. Au creux de cette boucle se dresse le superbe prieuré Sainte-Croix. Un projet grandiose entrepris au XIe siècle et modifié au fil du temps. Aujourd'hui, on peut admirer la façade semi-circulaire du XVIIIe siècle, mais c'est en haut de son église gothique du XVe siècle que Marilyn entraîne Sarah. Ici, tu es sur les terres des seigneurs de Mercœur. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de la famille des Mercœur parce que c'est une famille qui est emblématique. Et surtout, Odilon de Mercœur qui devient 5e abbé de Cluny et qui va implanter la communauté clunisienne dans cette vallée de l'Allier. Il
faut bien imaginer la puissance en fait de ce prieuré clunisien de la Voûte-Chillac, puisqu'à partir de sa fondation en 1025, eh bien, il va rayonner largement sur le territoire. On compte pas moins de 40 églises qui étaient rattachées effectivement bien, au prieuré jusqu'à la Révolution française. Donc c'était une puissance à part entière sur ce secteur-là. Incroyable. Sous cette bâtisse pharaonique, c'est maintenant l'histoire d'un petit trésor que Marilyn veut dévoiler à Sarah. Allez, viens, Sarah. Celle du médaillon de la Vierge Notre-Dame trouvée. Le 8 juillet 1496, 2 jeunes filles du village qui s'amusaient sous le pont de la voûte, comme tous les enfants, qui jouent à entrechoquer des galets. Et à un moment donné, un s'est ouvert et une des jeunes filles a vu apparaître donc cette représentation de la Vierge à l'enfant. C'est vrai, on voit 2 têtes. Voilà. Authentifié comme un signe divin, ce petit caillou fut aussitôt mis à l'abri dans ce reliquaire d'or et d'argent. Donc pour les habitants de la voûte, c'est vraiment le trésor de la Voûte-Chillac. Aujourd'hui, l'Allier continue d'offrir des richesses inestimables. Stéphane en sait quelque chose. Lors de ses balades en canoë, il propose de découvrir le village sous un autre angle. Dis donc Stéphane, quand on est ici, on a vraiment l'impression d'être tout petit face à ces maisons. On a pour habitude de dire que ces maisons ont été construites les pieds dans l'eau pour se protéger des crues. Les maisons sont hautes pour que la partie habitation soit vraiment protégée. Et on va retrouver uniquement, bien sûr, que les caves qui seront inondées. On va pouvoir surtout retenir la date de 1866, la plus grosse crue qui ait jamais eu. D'accord. Où les 2 côtés de l'Allier se sont rejoints. Et à savoir que le pont médiéval a résisté, un des seuls à avoir résisté à cette crue. Une nature parfois hostile, mais le plus souvent source d'émerveillement pour qui prend le temps de l'observer. Milan Royal, Héron ou Martin Pêcheur ouvraient l'œil. Considérée comme l'une des dernières grandes rivières sauvages d'Europe, la faune et la flore de l'Allier sont particulièrement remarquables. Une beauté qui ne laisse pas indifférents certains habitants de la voûte, à l'instar de Diego, qui rend hommage à cette nature généreuse au travers de sculptures en métal et en pierre, disséminées un peu partout dans les jardins et traboules du village. Bonjour Diego. Bonjour Sarah. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais de beau? Eh bien, on est en train de donner un coup de jeune à cette sculpture. On a mis une technique au point, c'est comme c'est du fer. On le laisse rouiller pour faire ce ton, cette couleur, qui après, avec un vernis que je passe comme ça, stabilise la rouille et se donne cette couleur brillante. Et pourquoi tu as fait un saumon, dis-moi? Parce que c'est l'emblème de la région. Ça me rappelle un peu ma jeunesse, parce que j'allais au bord de l'eau, voir pêcher les saumons, ils sautaient les barrages et tout. C'était une rivière à saumon, très importante. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de pêcher les saumons, mais c'est une des dernières rivières où on en trouve. Exact. Donc il faut préserver ça. Préserver, oui. Ici, les habitants ont à cœur de sauvegarder la nature, mais aussi leurs traditions auxquelles ils sont farouchement attachés. Vous croiserez peut-être Pascal et son groupe de danse folklorique, la Volte Dansai. Et bonjour Pascal. Bonjour Sarah, tout va bien? Et comme toujours, à la Voûte-Chillac, il est question d'eau. Notre bourrée fétiche. Elle évoque pour nous la rivière l'Allier, qui sera juste en dessous, dans notre très beau village. Et nous reprenons toutes ces danses du 19e siècle, qui se dansaient surtout pour les marchés, les foires. Et puis bon, tout ce qui était fête et mariage surtout. Oui, voilà. C'est très festif. C'était festif. Et ça se fait encore. Et bien maintenant, si tu veux, tu vas me suivre. Et puis tu vas aller danser un petit peu avec nous. Allons-y. Voilà. Bonjour mesdames. Bonne danse alors. Allons, c'est place. De passage à la Voûte-Chillac, découvrez le trésor de Notre-Dame trouvée, profitez d'une descente en canoë sur l'Allier et enfin, partez vous perdre dans les traboules à la recherche des œuvres d'art de Diego. 2 superbes villages sont en finale cette année. Dans un instant, vous saurez quel sera le prochain village préféré des Français entre la Voûte-Chillac ou Esquelbecq.
Avant de retrouver les maires finalistes, j'aimerais vous dévoiler en exclusivité les 14 monuments sélectionnés cette année pour concourir au titre de monument préféré des Français 2023. Vous avez pu voter pour choisir parmi 42 monuments celui qui représentera votre région et vous avez été extrêmement nombreux à le faire. Je vous propose de découvrir maintenant les 14 sélectionnés. Vous pourrez soutenir ces 14 finalistes dès demain sur le site de France Télévisions. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée lors des 40e Journées européennes du patrimoine pour connaître le nom du monument qui succédera à la gare maritime de Cherbourg et au sous-marin Le Redoutable. Vous le voyez, je me trouve à présent dans une très belle cour typique de Bergheim, à l'abri des regards car le grand moment est arrivé. Je vais rejoindre maintenant les 2 maires finalistes pour leur annoncer le nom du village préféré des Français 2023. Bonsoir à tous les deux. Alors, je vais vous présenter Didier Roussel, vous êtes le maire d'Esquelbec, dans les Hauts-de-France, et vous, Christian Dauphin, vous êtes le maire de La Vouchillac, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous les deux d'être avec nous en présence d'Elisabeth Schneider, qui est maire de Bergheim et qui nous accueille dans son très beau village. Une première question toute simple, qu'est-ce que vous ressentez à quelques secondes de l'annonce du vainqueur? Très heureux de 2 maires de 2 jolis villages chez une mère d'un très beau village, donc c'est tout bonheur, hein, donc on attend impatiemment avec mon collègue. Et vous, Christian Dauphin? Alors pour nous, c'est le début d'une suite logique de ce qui nous attend bientôt. Elisabeth Schneider, pour être passé par là, un conseil peut-être aux futurs gagnants du village préféré des Français 2023. Restez vous-même, restez authentique, parce que c'est ce que recherchent les touristes, les visiteurs. Eh bien allez, je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense, mais un peu quand même. Avec un cadeau très spécial pour nos 2 villages finalistes. Une entreprise familiale implantée en Provence qui illumine les villes et les villages depuis près de 50 ans est très heureuse de vous offrir les illuminations de Noël de vos 2 villages. Eh bien, avant d'ouvrir l'enveloppe, j'aimerais maintenant que nous puissions accueillir une invitée très spéciale qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui à Bergheim, Madame Dominique Faure, ministre déléguée à la ruralité et aux collectivités territoriales. Merci beaucoup. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour messieurs, Merci. bonjour madame. Alors, depuis 11 ans, je dois le dire, nous sommes fiers à travers cette émission du village préféré des Français de mettre un coup de projecteur sur les villages de France et de célébrer la ruralité. Pour vous, en quoi c'est important, justement ? C'est fondamental. En fait, la ruralité, c'est avant tout des hommes et des femmes qui vivent en ruralité. C'est quand même pas moins de 22 millions de Français. Et c'est au-delà de cela. C'est aussi la pierre pour le patrimoine, mais c'est aussi nos forêts qui sont les poumons de notre pays. C'est aussi nos terres agricoles avec nos agriculteurs. C'est ruralité, c'est le cœur battant de notre pays. On a bien vu tout au long de cette soirée, avec les 14 villages qui étaient en lice, la diversité des paysages, des traditions, du patrimoine. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, la richesse de notre pays ? Cette diversité, c'est véritablement une chance, vraiment, pour notre pays. Depuis 1 an, je rencontre des maires de très très beaux villages. Je veux tout simplement dire à quel point cette France, elle est diverse, elle est bigarrée, et à quel point je pense qu'on peut en être fier. Très bien. Mais écoutez, maintenant, on va vivre ensemble un moment très important. C'est le moment de connaître le grand gagnant de la soirée. Eh bien, je vais ouvrir, décacheter cette enveloppe. Le village préféré des Français 2023, c'est Esquelbec, dans les Hauts-de-France. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Alors, une réaction ? Une réaction, monsieur le maire ? Il y a eu un engouement extraordinaire d'une équipe d'élus, d'employés municipaux, d'associations. Oui. Et je suis vraiment heureux de cet aboutissement parce que il le mérite, elle le mérite vraiment. Hein, voilà. Et puis c'est le reflet d'une région qui gagne. On sait relever des challenges dans notre région et merci de nous l'avoir proposé, ce challenge. Et en tout cas, bravo. Peut-être un mot, monsieur Dauphin. Oui, écoutez, moi je félicite bien sûr le vainqueur, hein, il le mérite. Oui. Nous sommes une toute petite commune de moins de 300 habitants. Je sais que les gens se sont largement mobilisés sur le département
et ailleurs, sur toute la région. Deuxième, c'est déjà pas si mal. Hein. Mais encore une fois, je le dis, les 14 ont gagné. Bien Vous sûr. allez voir, cet été, on va pouvoir aller découvrir la beauté et les richesses patrimoniales de nos villages grâce à cette émission. Eh bien, c'est très volontiers que je vais renoncer au privilège de remettre moi-même la plaque au maire gagnant. Mais, cher Dominique Faure, je vais vous laisser remettre la plaque à Didier Roussel, le maire d'Esquelbec. Merci pour ce privilège, cher Stéphane. Et voilà, je vous fais un bisou. Et bravo, bravo. Voilà, bravo. J'embrasse même le second. Merci. Parce que... Bravo. On a fait ce qu'on a C'est un beau village aussi. Merci beaucoup, Dominique Faure. Bravo. Félicitations. Bravo. Voilà, le village préféré des Français, c'est terminé pour cette année. Merci d'avoir été si nombreux à voter lors de cette 12e édition. Merci aux 14 très beaux villages en compétition et à leurs habitants qui nous ont si bien accueillis. Merci à la mairie de Bergheim et à tous les Bergheimois et les Bergheimoises pour leur accueil, leur gentillesse. Si vous pensez que votre village a toutes les chances de devenir le futur village préféré des Français, alors n'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine édition en envoyant votre candidature à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, au revoir, à l'année prochaine et vive les villages de France! C'est la fête à Bergheim. Bravo!